Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Antoine Girard. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir et d'accueillir tous les auditeurs et les auditrices chez toi. Je te pose la question rituelle pour commencer. Peux-tu s'il te plaît te présenter librement et comme tu le souhaites à nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaîtraient pas? Alors Antoine Girard, forcément. Je suis sportif aventurier dans le parapente. On dit aussi explorateur, c'est ce que j'aime faire, c'est d'explorer des nouveaux horizons, de nouveaux territoires. Et voilà, je pratique depuis 2007 le parapente et j'en ai fait mon travail. On va beaucoup parler de paralpinisme et de vol bivouac aujourd'hui. Je te propose de commencer par un petit point étymologie. Est-ce que tu peux définir avec tes propres mots ce qu'est le paralpinisme et comment est-ce qu'il a évolué aujourd'hui? Alors, le paralpinisme a plusieurs origines. Alors, il y en a qui fait partie du base jump, il y en a qui font partie du parapente. Pour la partie du parapente, en fait, ça vient simplement de la contraction de parapente et alpinisme. Donc, c'est qu'on va en fait mélanger deux activités. Voilà, ça vient de là. En fait, on en parlait beaucoup il y a quelques années parce que il y a une vingtaine d'années, on servait surtout du paralpinisme pour redescendre des hauts sommets en parapente, alors que maintenant, on fait l'inverse, on utilise le parapente pour rejoindre les hauts sommets. Et à partir de là, on peut aller faire de l'alpinisme une fois qu'on est monté grâce au parapente. Donc, c'est plus un outil de descente. Et la différence avec le vol bivouac, donc? Alors le vol bivouac, par contre, là on est complètement sur un autre sport où l'idée du vol bivouac, c'est de partir avec son parapente, sa tente, sa nourriture, être autonome complètement et partir 2, 3, plusieurs jours, semaines en expédition et traverser des grands espaces. Est-ce que tu peux nous parler de toi avant de découvrir le parapente? Alors, avant le parapente, en fait, j'ai toujours été dans le sport depuis tout petit, je dirais. J'ai toujours rêvé d'être. De toute façon, j'ai toujours été dehors et faire des sports outdoor. Alors, je pourrais pas dire tous les sports que j'ai pratiqués, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis il y en a encore beaucoup que je pratique. Mais les principaux, on peut rester sur l'escalade, que j'ai fait quasiment 10 ans de Coupe du Monde. Donc, j'ai essayé à mon niveau de le pousser au maximum. Puis après, j'ai basculé sur l'alpinisme, où je suis allé faire des sommets un peu partout dans le monde, en particulier en Himalaya et dans les Karakorum au Pakistan. Et ça m'a amené à faire du parapente, et d'un premier temps du parapente simple, et qui ensuite a été mélangé à l'alpinisme et à l'aventure, simplement. Quel était ton plus gros rêve d'alpiniste? J'ai pas vraiment de rêve, mais étant jeune, en fait, j'ai suivi beaucoup. J'ai beaucoup lu de livres d'aventure, et dans ces livres d'aventure, il y avait tous les livres des Kammerlander, des Messner, et tout ça, qui sont les premiers à avoir fait les 8000 sans oxygène et à aller découvrir ce monde-là. Et je me disais, ben oui, ils en parlent beaucoup, comme un peu un démon, comme quelque chose qui est énorme. Et moi, j'ai voulu découvrir, j'ai voulu découvrir vraiment la haute altitude. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un autre domaine. Pour moi, on peut presque séparer la montagne de la haute altitude. La haute altitude, c'est presque une sensation de comment on est, de difficulté à vivre, à respirer sur un appui de la montagne. Mais pour moi, on va pas du tout. Je sépare vraiment les deux parce que la plupart du temps, si on fait de la montagne technique, ou j'appellerais ça plutôt de la montagne, ça va être plutôt dans les Alpes, des choses difficiles. Et dès qu'on est en Himalaya, même les voies les plus dures qui existent à très haute altitude, en fait, elles sont pas très dures. Donc pour moi, c'est pas très dur. Techniquement, je parle. Parce que dès qu'on passe les 7000 ou les 8000 mètres, rien que marcher devient un enfer. Alors faire de l'escalade ou faire des choses techniques à très haute altitude, ça reste extrême. Ça a été fait un petit peu, mais très très peu. Donc pour moi, je sépare un peu les deux, et c'était plutôt aller voir qu'est-ce que c'est que la haute altitude que je voulais faire. Il y a le parapente qui arrive dans ta vie. Comment est-ce qu'il s'est frayé un chemin? Comment tu es tombé dedans? Alors, au tout début, aux origines, comme beaucoup d'ailleurs de gens qui ont commencé le parapente, c'était juste l'idée de descendre des montagnes, parce que voilà, j'étais alpiniste, je m'entraînais vraiment à fond, et je passais ma journée à faire des allers-retours dans les montagnes autour de chez moi pour m'entraîner physiquement. Et puis à un moment, les genoux ils disent j'en ai marre, et j'aimerais trouver quelque chose de plus ludique aussi. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper ludique parce que, alors moi, je m'entraînais à l'époque lesté, donc avec des charges, donc porter le parapente en plus, tant mieux, ça fait du poids. Je vais rajouter du poids. Et en plus, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, je me suis entraîné, je suis monté, et maintenant, je m'amuse pour descendre. Et au début, je faisais que descendre en parapente, et juste à m'éclater, ça me donnait une petite récompense à l'effort du jour. Et à quoi en ressemblaient tes premiers mois en tant que parapentiste? C'était quoi ta progression? Tu as fait des stages Et non, moi, je suis pas forcément le bon exemple. J'ai tout appris tout seul. J'ai fait mon premier vol d'une montagne qui s'appelle les Trois Becs à côté de chez moi. D'ailleurs, je me suis
bien écrasé au sol à l'arrivée. J'avais pas encore de notion vent de face, vent de cul et comment ça marchait. Voilà, on m'a aidé à décoller et puis c'est parti. Bon, alors évidemment, je connaissais les bases du parapente avant de faire ça. J'ai pas pris la voile et hop, je suis parti. Je vais regarder un petit peu comment ça marche. J'avais fait un tout petit peu de gonflage, mais peut-être 5-6 ans avant pour tester. Voilà, je connaissais les rudiments, on va dire, pour c'était en hiver, hein, c'était sans grand danger. Mais oui, j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai continué. J'ai acheté un parapente pas cher d'occasion et j'ai pratiqué de plus en plus. Et voilà. Et là, en fait, on apprend beaucoup de ses erreurs. Mais à condition de faire des erreurs qui ne sont pas entre guillemets fatales ou dangereuses. Mais j'ai pas vraiment pris beaucoup de risques au début. Parce que j'apprenais beaucoup sur en pente-école ou tout ça tout seul. Et puis, voilà, les erreurs, on apprend de ses erreurs, puis on progresse, puis quand on se sent bien, on peut faire pas mal de grands vols après. Mais donc, tu t'es mis au parapente avec l'objectif de l'emmener avec toi en Alpi et de faire les descentes. Alors vraiment dans cette optique-là. Okay. Donc moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est pas du tout aller faire du thermique, faire du cross ou quoi que ce soit. C'était arriver à décoller dans n'importe quelle condition. Donc ça, j'ai fait pas mal un peu de porte-école dans des vents forts, dans des choses qui sont pas très cool, mais qui apprennent énormément de choses, et à atterrir. Après, le vol en lui-même, sur une condition stable, c'est l'hiver, c'est pas du tout l'optique de thermiquer, au début. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter la toute première expédition pendant laquelle tu as emmené ton parapente ? Première expédition, en fait, c'était dès que je m'étais mis au parapente, j'avais un but, c'était de redescendre dans 8000 en parapente. Et donc, il me semble que c'est vieux, hein, je crois que c'est 2008. J'étais parti sur un 8000 qui s'appelle le Broad Peak. Qui va beaucoup revenir dans mon histoire après, mais un peu par hasard. Hein, c'était voilà, je suis parti faire l'ascension du Broad Peak et l'idée c'était de redescendre du sommet en volant. Et est-ce que tu as réussi ? Pas du tout. En fait, c'est une année où les conditions météo étaient assez exécrables. J'ai pu voler du camp 3. Donc le camp avant le sommet, ça fait quand même 7300 mètres. Oui. Ce qui m'a permis de tester le parapente à haute altitude parce que j'avais un tout petit parapente. À l'époque, c'était vraiment un prototype. C'était le premier parapente de 20 mètres carrés de moins de 2 kilos. Et 20 mètres carrés là-haut, c'est tout petit. On pose très haut, hein, on pose à 5000 mètres, du coup on pose très vite. J'ai pu tester ça s'est très bien passé, mais pas de sommet cette année-là. Avant de vraiment plonger dans les expéditions, je trouve que c'est quand même intéressant de mentionner que tu as fait la Red Bull X-Alpes et que tu as été 3e du podium en 2013, bravo. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la compétition ? Alors moi, personnellement, j'ai zéro motivation pour la compétition. Ça m'intéresse pas du tout à me confronter aux gens, tout ça. Je préfère qu'on parte en groupe et qu'on aille faire quelque chose d'exceptionnel ensemble plutôt que de dire on va se battre. Ouais. C'est vrai que j'ai fait 4 X-Alpes. J'ai aussi fait 2 compétitions de Air Tour, mais les Air Tour, c'était uniquement pour me qualifier pour les X-Alpes. Et sur les X-Alpes, moi, je ne le voyais pas du tout comme une compétition, je le voyais comme une aventure. L'idée, c'est de traverser les Alpes, aller, oui, le plus vite possible, mais à aucun moment, je me focalisais sur les autres. Ah, lui, il a fait ça, il faut faire pareil, etc. J'essayais juste de voler pour moi-même, aller le plus vite possible, et je n'étais pas du tout dans l'optique compétition. Maintenant, on va plonger un peu plus dans les expéditions pour qu'on se mette un peu à ta place. Est-ce que tu peux nous donner une image de tes conditions de départ ? Donc, en moyenne, tu voles avec quel matériel ? Combien pèse ton sac ? Quelle est ta réserve de nourriture, d'eau, tes moyens de communication, ta boîte à pharmacie ? Ça fait beaucoup de questions. Alors, le problème, c'est que les réponses à toutes ces questions vont dépendre uniquement de quelle expédition, où et pour faire quoi. Parce que, évidemment, on fait une expédition, par exemple, je prends un cas simple, on va traverser les Alpes, j'ai besoin de rien. Parce que tu as un petit bobo, tu dois réparer quelque chose, tu as besoin de manger, quoi que ce soit, tu fais un petit vol, tu es à la ville, tu fais ce que tu veux. Du coup, tu peux partir vraiment très très léger pour traverser les Alpes. À l'inverse, on part, je sais pas, par exemple dans le désert chilien, où là, peut-être 2 semaines de marche pour rejoindre la civilisation. Y a des routes tous les 300 km, il n'y a pas d'eau. Donc là, il faut partir minimum avec 10 litres d'eau sur soi. Vraiment le strict minimum. De quoi se nourrir, de quoi, si on casse le parapente, de pouvoir tout réparer, parce qu'avec la quantité d'eau qu'on a, il est hors de question de marcher 2 semaines. On a 2-3 jours d'autonomie. En nourriture, on en prend beaucoup. Donc tout ça est compilé. Et donc, il y a des expés, oui, on a 35 kg de matériel, et d'autres expés, on peut avoir 15 kg. Mais en moyenne, il faut compter une trentaine de kilos pour les grosses expés. Et
Et j'ai l'impression que la semoule est ton aliment préféré pendant les expéditions. Pourquoi particulièrement ? Alors oui, la semoule, pour moi, ça fait partie. Il y a quelques aliments qui sont très simples à emmener en expédition parce que le problème des lyophilisés, c'est que déjà, il y a un problème de coût financier. C'est cher, ça nourrit bien, par contre c'est complet, tout ça, mais souvent c'est cher. Et en fait, moi j'appelle ça le lyophilisé du pauvre. Emmener des choses qui sont déshydratées, donc comme la semoule, qui consomment pas beaucoup de gaz, parce qu'après il faut le faire chauffer, il faut le faire cuire et tout ça, donc il faut trouver des compromis. Des pâtes c'est quasiment impossible, surtout en altitude, puis qui puisse avoir un petit peu de goût aussi, de l'énergie. Donc il y a tous ces rapports-là qu'il faut mettre ensemble. Et effectivement, mettre de la semoule dans un petit sachet, bon bien sûr elle n'est pas toute seule, moi je vais rajouter souvent soit des petits fruits secs, soit en fait souvent on met des soupes dedans déshydratées, et on fait le goût qu'on veut, parce que la semoule c'est vraiment neutre, on met le goût qu'on veut dedans, et ça permet de tenir. Puis pareil, si on est en panne de gaz, on met de l'eau froide dedans, ben, au lieu que ce soit prêt en 10 minutes, ça sera prêt en 1 heure ou 2. Mais on peut toujours manger, mais ça fait partie des choses comme la semoule, comme du muesli. Pareil, si on aime manger du muesli, moi j'aime pas avec du lait, mais avec du lait, on peut mettre du lait en poudre et se préparer pour le petit-déj des muesli. On peut faire de la purée, on peut faire... il y a plein de petits aliments comme ça qui coûtent pas cher et qu'on peut emmener en expédition et qui durent bien. Puis surtout, moi j'aime bien la semoule parce que c'est vraiment compact et ça nourrit bien. Ok, et dans les grandes expéditions où tu pars longtemps sans contact avec des centres urbains, des magasins, etc., tu emmènes combien de repas par jour à peu près ? Alors, ça s'est fait par expérience. À force, moi je sais que je n'y arrive pas, ou du moins j'ai pas le goût de partir plus de 20 jours sans avoir un contact avec la civilisation. Uniquement pour les questions de logistique, parce qu'après en nourriture, il faudrait amener des kilos, et on est quand même limité dans le parapente. Et je sais jusqu'à 20 jours ça se passe bien, au-delà je peux, mais c'est un petit peu le fight, et le but c'est pas de se fighter trop en expédition. Donc moi je garde sur du 20 jours, et là-dessus ça fonctionne bien. Après sur les quantités de nourriture, eh ben oui, il faut pas s'attendre à manger... on mange, ouais, non, on peut pas dire à sa faim, on survit. Les premières expéditions que j'ai fait, c'était en Nouvelle-Zélande avec Benoît Wouters, et là j'étais un peu léger. J'avais fait des tests avant, mais pas en conditions réelles. Et c'est vrai qu'on avait pris 250 grammes de nourriture, tout compris par jour et par personne. Oh, wow. C'était pas assez. On a Ouais, beaucoup maigri. On a été marqué par le manque de nourriture. C'est pour des souvenirs, on va dire. Mais voilà, après, avec le temps, j'ai fait pas mal d'expéditions. Et maintenant, je sais que je prends exactement 400 grammes de nourriture par jour et par personne. Et sur du 20 jours, 1 mois, 2 mois, j'arrive à tenir. Alors, je perds du poids, parce que clairement, hein, on se fatigue, parce que bon, on n'est pas tout à fait sous-alimenté, mais on est limite. Mais à chaque fois, on fait jamais de période de plus de 15 ou 20 jours. Et tous les 15-20 jours, on a un retour à la civilisation, même s'il est court, 12 heures, 24 heures. Et là, on va se nourrir de plein de choses, on va manger au maximum. C'est très dur parce que l'estomac est déjà rétréci. Mais on essaie de se nourrir un peu et on repart. Et de cette manière-là, ça fonctionne. On arrive à avancer. Bon, on va pas en expédition pour manger, hein, clairement. C'est une contrainte, mais bon, il y a plein de choses qui compensent. Okay. Et j'imagine que l'eau aussi... faut toujours prévoir des points d'eau sur sa trajectoire. Alors, sur l'eau, moi, hormis le désert chilien, je n'ai jamais eu de problème avec l'eau. On en trouve vraiment tout le temps en montagne. Souvent, c'est dans les hautes montagnes, il y a de la neige au-dessus, donc des petits torrents. La plupart des pays, on trouve de l'eau un peu partout. Alors, je dis pas que c'est simple, on se pose, hop, on va chercher de l'eau. Et des fois, il faut 1 heure ou 2, on va faire 1000 mètres de dénivelé pour aller chercher de l'eau sur un torrent. Mais on en trouve tout le temps. Et le désert chilien, par contre, là, ça a été vraiment compliqué. J'ai passé des jours et des jours de préparation sur carte satellite à repérer tous les points d'eau potentiels du pays, où je les avais notés en disant de l'eau, parce qu'après, quand on trouve un point d'eau, je regardais les dates, toutes les dates, et au moment de la sécheresse, ça disparaît. On ne sait pas exactement à quel moment ça disparaît. Et du coup, j'avais noté tous les points d'eau potentiels, et avec sûr, probable, peut-être, etc. Et ce qui va encore plus loin au Chili, c'est là que ça devenait un peu fou, c'est que il y a pas mal de cours d'eau qui sont pollués par les métaux lourds, parce que pays minier, forcément beaucoup d'extraction. Et le problème, c'est que j'ai regardé les cartes des mines. Mais en fait, il y a une mine sur 2 ou 3 qui est sauvage, qui officiellement n'existe pas. Du coup, j'étais obligé de repérer, à chaque fois j'avais un cours d'eau ou un endroit d'eau potentiel, j'étais obligé de regarder par satellite s'il y avait un bâtiment autour. Et de toute façon, ces zones sont tellement éloignées, s'il y a un bâtiment pas loin, à 90% c'est une mine. Et donc ça m'a rayé encore plein de points d'eau. Ah oui. Et sinon c'était compliqué, hein. Souvent on avait des 60-70 km sans aucun point d'eau. Donc on n'avait pas le droit de poser au milieu. On peut poser au milieu, mais pas y rester parce qu'on partait avec 10 litres d'eau. Et dans le désert, 10 litres, c'est 2 jours d'autonomie. Oui, ça va très très vite.
Bon, bah tu me prépares vraiment, tu me déroules le tapis pour la question d'après. C'est que aujourd'hui, tu façonnes le paralpinisme et le vol bivouac. Et je pense qu'à tes débuts, tu n'avais pas de manuel tout prêt enfin, tu as appris en faisant. Et ça reste des disciplines un peu engagées quand même. À quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, malgré tout ça, c'est mon truc. Mon truc, c'est d'aller me percher à 8000 mètres et aller explorer l'inconnu. Ben, se percher à 8000 mètres, on ne le décide pas vraiment en fait. C'est plutôt, comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, moi je suis fan vraiment d'exploration. Quand j'étais petit, ça me faisait rêver tout ça. Et on est dans un monde où beaucoup de choses ont été explorées. Et donc je fais du parapente. On a fait beaucoup de parapente, mais j'ai envie d'aller explorer dans le parapente, ce qui n'a pas été fait. Et donc, oui, des gros vols bivouac, traverser des gros pays, tout ça, actuellement, ça n'a pas encore été beaucoup fait. Et du coup, j'ai essayé de défricher un peu tous les endroits dans le monde que j'ai pu trouver sur la carte, où c'est potentiellement possible. Et il y en a où j'ai pris des buts, hein, et il y a des endroits où ça ne marche pas, d'autres où ça fonctionne. Et effectivement, c'est nouveau. Après, aller voler pareil à 8000 mètres, eh ben, encore une fois, c'est l'exploration, parce que personne ne l'avait fait. Et puis moi, c'est plutôt mon passé d'alpiniste qui m'a dit, ben tiens, t'as grimpé ces 8000, et ben si j'allais voir au-dessus en parapente, quoi. C'est toujours plus sympa quand on vole. On survole ce qu'on a marché, où on a dormi, Ouais. où on est tout ça, c'est hyper ludique, je dirais. Et oui, par contre, passer des 8000, donc il faut voler à 8000, et c'est ce qui m'a amené à 8000 mètres. Mais voilà, après, c'était pas un but en soi Oui. au début d'y aller du tout. Donc c'est voir les choses, mais autrement en fait. Revoir les choses autrement. Revoir Ouais. et faire ce que j'ai envie, sans me donner de limite non plus, sans regarder trop ce que font les autres, parce que dès qu'on commence à trop regarder ce que font les autres, alors c'est important de voir ce qui a été fait, mais trop regarder, on va finir par copier ce que font les autres. Et en fait, si on veut innover, on veut faire des choses nouvelles et avoir une nouvelle façon de penser et de réfléchir les choses, il faut arrêter de se mettre des œillères et dire on fait pareil, on réfléchit par soi-même, on essaye, on regarde ce que font les autres, on compile tout ça, on voit ce que ça peut faire et sur ce qui a marché ou pas marché, et on peut le développer ou pas. En fonction enfin, tu as vu quand même plein de paysages, j'ai l'impression que tu as volé dans tous les continents du monde. Comment diffère l'aérologie? Qu'est-ce qui est différent globalement d'un continent à un autre? Alors c'est très différent sur chaque continent, chaque pays, et même chaque chaîne de montagne. Si on prend la cordillère des Andes, alors c'est un peu une exception, parce que ça fait quasiment 6000 km de long, donc forcément c'est différent. Mais même des fois à 100 ou 200 km, les conditions de vol sont complètement différentes. Et je pense que c'est une des choses qui m'a le plus formé. C'est pas de se formater. Bon, j'ai l'habitude, comme beaucoup de gens, de voler dans les Alpes. C'est une aérologie qui est, on va dire, qui pour moi est devenue la norme parce que c'est là que je vole le plus, mais qui n'est pas la norme du tout dans le monde. Et en fait, il y a plein d'autres pays où c'est mais complètement différent. On a l'impression que c'est la même chose, mais pas du tout. Typiquement, je sais pas, si on prend les reliefs, les thermiques, si tu vas au Pakistan et que tu voles comme dans les Alpes, ta probabilité d'accident est énorme. Les thermiques, je sais pas pourquoi. Si on va sur, par exemple, Karimabad, sur toujours en avant, donc tu vas voler loin des reliefs, bien devant. Et si tu t'approches des reliefs, en fait, tu es sous le vent des thermiques. Et en fait, proche du relief, tu te fais brasser et c'est un enfer. Ça monte pas et tu te fais brasser. Du coup, si tu voles comme ça au Pakistan, et ben, tu te mets en danger en permanence sans arriver à monter. Alors si tu vas tout devant, hop, ça va monter un peu partout. C'est des petits pièges comme ça. Après, il y a plein de pays où il y a des brises qui sont absolument monstrueuses. On en trouve dans les Alpes, mais dans d'autres pays, c'est un autre monde. Hein. Moi, je me rappelle la cordillère des Andes au niveau sur une vallée entre le Chili et l'Argentine, où toute la journée, les arbres poussent à l'horizontale et les parkings sont posés de manière, sont face au vent pour quand on ouvre les voitures, on ne prenne pas le vent qui nous claque la portière ou tout ça. C'est tout posé, les arbres ils poussent, ils sont vraiment, c'est impressionnant de les voir, qui sont par terre, les arbres ils poussent quasiment parallèles au sol. Tout est prévu, les portes des maisons, tout est prévu en fonction du vent parce que même le moment le plus faible de l'année, il doit y avoir 70 km/h de vent en journée de brise. Et j'imagine que pour anticiper ce genre de choses, tu contactes des pilotes locaux, des clubs pour avoir un peu leur retour? Eh bien, bien sûr, moi que je pars en expé sur un endroit qui était très peu volé ou jamais été volé, j'essaye de contacter les locaux, mais il n'y en a pas tout le temps.
Il y a plein d'endroits où j'ai jamais trouvé un seul parapentiste, aucune trace ni quoi que ce soit, donc c'est pas facile. J'analyse beaucoup la météo. Quand j'ai la chance d'avoir quelques pilotes qui sont allés, c'est les contacter, leur poser des questions sur les conditions, comment c'est et tout ça. Et quand j'arrive sur place, en fait, c'est là qu'il faut rester le plus humble possible, longtemps, pas juste un jour ou deux. C'est l'observation, comprendre comment ça fonctionne, et tout doucement. Et il y a les crescendo quand on est sûr d'avoir compris, qu'on a validé plusieurs fois les théories sur la météorologie ou sur le vent pour avancer. Et sinon, la différence de vol avec les vols de haute altitude, qu'est-ce qui diffère en aérologie, en temps de réaction du cerveau, etc. Alors en haute altitude, pour le parapente, il se comporte exactement comme en basse altitude, à une seule différence près, c'est la vitesse de vol. Par contre, on a toutes les mêmes finesses, on a la même réaction au virage, on a tout, mais on va voler, alors, suivant l'altitude, de 10 à 20 à 30 km/h plus rapide. À 8000, moi je me rappelle à 8004 en 2000, c'était encore 2021, j'avais 70 km/h de vent, et avec 70 km/h de vent, bon, sans accélérateur on reculait, mais en utilisant l'accélérateur on arrive à contrer le vent et à aller devant. On doit voler à peu près à 55 km/h bras haut. Du coup tout va plus vite. Mais le problème c'est que tout va plus vite, mais le cerveau fait l'inverse, va beaucoup plus doucement parce que manque d'oxygène, manque de réaction, ça fonctionne pas du tout. Par contre, curieusement, donc si on vole avec de la réflexion, hein, si on se dit, ben tiens, je vois ma voile en train de faire une frontale, hop, je donne un coup de frein, si tu fais ça, tu auras 3-4 secondes de retard. C'est complètement hallucinant. Moi, il y a une fois, je me rappelle, où j'étais pas loin du sommet du Broad Peak, j'étais un peu en stress, je regardais ma voile pour voir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle bougeait, je la vois partir en frontale, je décide de mettre les deux mains aux fesses, la voile a fait la frontale, elle est revenue au neutre, et quand elle était au neutre, j'ai mis les deux mains aux fesses. Tellement que j'avais du retard. Du coup, ça fonctionne pas. Et clairement, par contre, ce qui fonctionne, curieusement, c'est les réflexes. C'est-à-dire que si on déconnecte le cerveau et qu'on se laisse voler comme on a l'habitude de faire, comme on le fait d'ailleurs souvent, hein, comme conduire une voiture, souvent on le fait au réflexe, on le fait pas en réfléchissant, ah, virage à droite, faut que je tourne à droite, ça se fait tout seul. Et ben là, c'est immédiat. C'est-à-dire que si tu as emmagasiné beaucoup de réflexes, beaucoup d'expérience, et ben t'oublies de réfléchir sur ta voile, et naturellement, tu as une frontale, tu le sens dans les commandes, bam, tu vas mettre les deux mains aux fesses, tu vas réagir, et là, tout va très bien se passer. Tu vas être dans les temps et ça va bien se passer. Donc, c'est un peu spécial parce que quand on est stressé, on veut prendre le contrôle avec le cerveau, et c'est là qu'on va se mettre en danger. Ça va être l'inverse. Je dis pas non plus qu'il faut débrancher le cerveau, hein. Mais je dis au niveau du pilotage pur, vaut mieux faire confiance à son expérience que à sa réflexion. Et c'est pour ça qu'il faut aller voler en haute altitude que si on a beaucoup d'expérience à cause de ce problème-là. Plus que par rapport au niveau ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un réflexe acquis parfaitement. Comment est-ce que tu prépares une expédition ? Combien de temps est-ce que ça prend d'en préparer une ? Alors ça va dépendre vraiment de l'expédition. Ça peut prendre de quelques semaines, ce qui est assez rare. Souvent plusieurs mois, voire ça peut être des années aussi. Et les choses peuvent être très compliquées. En moyenne, c'est 2 à 3 mois minimum, temps plein, 2-3 mois de préparation. Que je fais jamais d'un bloc. Je fais une semaine, 2 semaines, puis j'arrête, puis je refais. C'est très très long. Hein. En fait, quand on est dans... Alors, si je vais traverser les Alpes, non, ça va me prendre quelques jours de préparation. Mais quand on part dans un endroit qui n'a jamais été volé, c'est d'exploration, on sait pas comment ça se passe et tout ça. Rien que le temps de prendre des renseignements, c'est des semaines et des semaines. Puis même au niveau météorologique, souvent moi je choisis un parcours qui va faire 1000-1500 km. Et dans ce parcours de 1000-1500 km, déjà au niveau cartographie, je vais tout explorer avec que ce soit d'images satellites ou de 3D ou quoi que ce soit, pour aller voir tous les endroits où on peut poser, décoller, est-ce que c'est envisageable, quels sont les endroits dangereux, quels sont tout ça. Et puis quand on a fini ça, il y a tout l'aspect météorologie où je vais prendre 15 à 20 ans d'historique météo que je vais éplucher pour savoir déjà si toute la période toute la zone de 1000-1500 km, donc j'échantillonne par peut-être 50-60 points, c'est pas 1, 2, 3 points sur le trajet. Si je vais tout échantillonner, faire des analyses météo pour voir quelle est la meilleure période, si c'est réalisable, quelle est la meilleure période, et tout ça. Et après, on va le compiler avec des gens qui sont sur place en leur posant des questions et pour confirmer ce que la météo dit. Et puis la météo, c'est autant les vents que le soleil, que tout. Et ça, mais ça prend un temps monstrueux. Mais on ne peut pas s'engager dans l'inconnu sans avoir tout préparé. Il y a tellement d'aléas, d'inconnus qui vont nous tomber dessus que moins on en met, mieux c'est. Donc plus on prépare et plus ça fonctionne.
Donc j'imagine que ton plaisir est plus grand de faire tes expositions, d'autant plus que tu passes beaucoup, beaucoup de temps derrière de préparation. Une fois que tu es dedans, ça doit être Mais magique. être dedans, en fait, c'est des bons moments parce que déjà, on rêve de quand on y sera, puis on Ouais. voit mieux comment ça sera et on le désire encore plus. Ouais. Et pour moi, la préparation est un bon moment. Alors, oui, on passe des heures sur l'ordi, ça, je suis d'accord. Je déteste ça. Mais quelque part, c'est genre se projette déjà dedans, donc c'est Ouais. cool. Ok. Et on a l'impression, quand tu parles, tu sais, dans tes films, j'en ai regardé quelques-uns, quand tu parles pendant que tu filmes, on a l'impression que tu connais les vallées comme le fond de ta poche. Tu n'y as jamais été et pourtant tu connais le nom de chaque montagne que tu croises, tu te localises sans les cartes, etc. Je me dis que tu assimiles une quantité d'informations titanesques avant d'y aller. Tu dois tout connaître par cœur. Bah, en fait, c'est plutôt le fait d'avoir tout analysé. Bah, à force de le voir et de le revoir, bah, on apprend par cœur sans le Ouais, vouloir. ouais, ouais. Après, il y a aussi le danger de ben, tout ça, c'est électronique. Si ça se perd, comment on fait? Oui. Donc, il faut avoir un minimum de vision globale qui est. Mais et puis c'est pareil, quand on est en vol, en expédition, en fait, ben, moi je vole avec quand j'ai des fonds de cartes sur les instruments, hein, que ce soit téléphone, tablette ou ce que l'on veut. Et en vol, quand on se fait vraiment brasser, on ne peut pas regarder ces instruments correctement. Et donc chaque matin ou chaque veille, quand je suis dans ma tente, je vais apprendre par cœur le vol du lendemain, Mhm. avec toutes les montagnes, savoir où passer sans regarder la carte, je sais où aller. Parce que l'électronique, c'est pas forcément fiable. Et deux, je peux aussi ne pas pouvoir regarder. Et ce n'est pas que le vol. Parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas un plan de vol. Enfin, si, on a un plan de vol, mais on a le plan A, B, C, D, E, F, G. Parce que, toujours pareil, on a le plafond. C'est-à-dire, s'il y a un col à passer, on appelle le plafond, vous passez par ailleurs. Il va pleuvoir à un endroit, puis quand on est sur le terrain, c'est différent, etc. Et donc, il faut toujours des plans B, C, D, etc., qui permettent de se replier dessus pour pouvoir avancer. Donc, on n'a pas le choix que tout apprendre et préparer. On est très loin de l'imagination de beaucoup de gens où on se dit, on part en expédition, ok, je vais partir du nord, je vais aller au sud, je vais au point de départ, puis Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Ouais. Moi, en tout cas, tout est extrêmement préparé, carré. Si on part à deux, bon, généralement, c'est moi qui fais ce boulot-là, mais pas tout le temps, hein, mais très souvent. Et après, je le partage, et c'est cool. Donc, oui, pour mes coéquipiers, souvent, quand on part ensemble, ils savent que c'est assez carré, Ouais. que c'est préparé. Et puis, on partage l'information, c'est cool. Antoine, tu as établi un record du monde d'altitude, donc à 8407 mètres précisément. C'est bien ça? Ouais, Ouais. tout à fait. Donc le 20 juillet 2021, et tu as battu ton propre record à ce moment-là, donc que tu avais établi préalablement en 2016 au-dessus du Broad Peak. Tu étais avec Fabi et tu as même fait un petit malaise avant d'établir ce record. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est un peu folle? Ce vol là au Pakistan, en fait, on était parti en groupe de 7 personnes. Et l'idée, c'est d'aller passer 15 jours, 3 semaines dans le Baltoro pour essayer de revoler 8000 mètres, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été répété. Et en fait, la météo, elle n'est pas là, hein. On y va plein de fois dans le Baltoro, on n'arrive pas à monter. Et puis, on décide à deux de rester un peu plus longtemps, de prolonger. Donc, on reste, mais on ne prolonge pas de beaucoup, parce que le mauvais temps qui arrive, mais on a quand même une fenêtre de 4 jours de beau temps. Et on décide de rester ces 4 jours-là. Et puis, on vole, ça se passe moyennement, on n'arrive toujours pas à monter, c'est un peu l'énervement, mais bon, moi j'ai du temps libre, ok. Et le dernier jour avant le départ, alors c'est un départ définitif parce qu'en fait on est en camp de base, c'est-à-dire qu'on a des porteurs, on a tout ça, et donc si on décide de partir, il faut faire venir tous les porteurs pour récupérer le camp de base et pour repartir. Il n'y a aucun véhicule ni rien, donc ça se décide à l'avance. Et ce dernier jour-là, on dit, dernière tentative, mais on avait perdu un peu espoir, on s'est dit, on va au Broad Peak, ça monte pas. On va aller explorer plutôt le sud. Comme ça, on n'a pas le trek de retour à faire. On économise ça. Et donc, on est parti un peu à tatillon en disant on n'y va pas. Finalement, on y va. On dit que c'est le dernier jour, il faut quand même le tenter. Et puis, avant de basculer sur le Broad Peak, en fait, il y a une grosse transition. Et là, souvent, c'est un aller quoi. Soit il y a le plafond, c'est un aller-retour. Soit s'il n'y a pas le plafond, c'est un aller simple parce que la transition est très grande et puis le sol est très haut, du coup c'est difficile. Et là on décide d'abandonner, il n'y a pas de plafond, ça ne monte pas, demi-tour. Et puis au bout de quelques kilomètres sur le chemin de retour, là on prend un premier thermique qui nous monte, mais qui est très bon parce qu'il nous monte quasiment à 7000 mètres. Et là on se dit, ah ouais, en fait ça met du temps à se mettre en marche, mais là ça vient de se mettre en marche.
Du coup, le timing est encore un peu tendu parce que faut encore repartir au Broad Peak. On est quand même à 60 km du camp de base. Ça commence à faire pas mal. On repart au Broad Peak. On transite, voilà, et puis là, ça tout se goupille bien. Moi, je monte une première fois à 7600 mètres. La difficulté là-haut, en fait, c'est parce qu'il y a deux zones de vent. La basse altitude, où là, on va faire du thermique. On va monter, et quand les thermiques s'arrêtent, souvent vers 7500 mètres, en 2016 c'était même 8000 mètres, mais là c'était aux environs de 7600 mètres, les thermiques s'arrêtent, et ce qui prend le relais, c'est le vent. Et toujours la transition entre thermique, vent, c'est toujours haché, ça bouge, c'est toujours l'horreur. Ça, on le sait. Et je monte une première fois dans cette zone-là où je commence à prendre le dynamique, mais en fait, cette zone-là qui est très hachée m'a fait beaucoup stresser. Car en stress, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'emballe, et le cœur qui s'emballe consomme beaucoup d'oxygène, et du coup, je fais un premier malaise en altitude où je commence à perdre la vision. Alors ça se fait pas un seul coup, hein. Il faut plusieurs secondes, mais le champ de vision se rétrécit, je commence à avoir des boules noires devant les yeux, donc je sais exactement ce que c'est, j'ai des grosses fourmis dans les mains ne fonctionnent plus du tout. Les bras fonctionnent mais pas les mains, et là immédiatement je m'éloigne de la zone qui monte, je pars devant, j'ai averti à la radio comme quoi je commence à avoir un problème de vision, et que si je confirme à la radio, il faudrait qu'on me prenne en guidage. Parce qu'en fait, ces malaises-là ne durent que quelques secondes, entre guillemets, ça peut durer 30 secondes ou 40 secondes. Et pendant ces 40 secondes ou 7 minutes, le temps de revenir, on est tout à fait conscient, c'est juste qu'on perd la vue. Donc il suffit de nous guider, nous guider pour rester en milieu de vallée, et tout revient dans l'ordre et ça fonctionne. Et donc je fais ça, je perds pas la vision parce que je descends assez rapidement, je descends uniquement de 200 ou 300 mètres, mais ça suffit pour trouver accès à l'oxygène. Je me retrouve bien et je retourne dans cette zone turbulente où là je me calme, je décide de pas stresser, de vraiment souffler, consommer moins d'oxygène, et ce coup-ci je passe très bien le cap des 7600 mètres. Et au-dessus, c'est hyper laminaire, c'est du vent. Une fois qu'on a passé la zone turbulente, au-dessus, il n'y a plus que du vent. En fait, c'est entre les thermiques et le dynamique que c'est la zone entre le vent et le thermique, et ça, c'est pas bon du tout. Mais quand on est au-dessus dans du vent pur, c'est comme au bord de la mer, à 8000 mètres, et ben, rien ne gêne le vent. Il tape la montagne, c'est laminaire. Bon, il y a 70 km/h de vent, mais c'est pas un souci. Je vole là-dedans, je peux respirer, je suis calme, je suis serein, et je passe de 7600 mètres à 8400 mètres en quelques minutes, voire presque secondes, hein, c'est peut-être 2 minutes. Oh, wow. Et puis je reste un peu à 8400 mètres sans trop insister, parce que 70 km/h de vent, ça commence à souffler. Je suis un peu stressé, derrière c'est la Chine et plus que l'inconnu, quoi. Je veux dire, c'est très très sauvage de l'autre côté du Broad Peak, donc il est hors de question d'aller de l'autre côté, quoi. C'est quasiment la mort assurée. Et du coup, je reste devant, et puis je rentre de ce beau moment, ouais. Et une fois que tu réalises dans ton vario, tu vois l'altitude que tu as atteinte, etc., c'est quoi tes premiers réflexes que tu réalises sur le coup? On réalise. Moi, le but, c'était, encore une fois, mon repère, c'est le sommet avant de voir l'altitude. Et d'ailleurs, j'ai pris que l'altitude bien après, quand j'étais assez loin du sommet et qu'il n'y avait plus grand-chose à voir. Ouais. Parce que quand on est là, on va en profiter quand même, un minimum. Et donc moi j'ai vraiment regardé l'altitude quand je me suis décalé en avant, et que ça montait toujours, hein, ça montait très fort devant. Et oui, il y a un peu de joie, mais on ne peut difficilement se lâcher complètement, à part quelques secondes, dire allez j'y suis. Mais tout de suite, il faut redescendre et rester concentré. On n'a pas le droit à cette erreur-là. Donc la joie, c'est plutôt après le vol, quand on pose, on se dit « Ah, je l'ai fait, c'était trop beau et tout ». Mais pendant le vol, oui, on apprécie, mais on ne peut pas l'exprimer ou trop se réjouir, parce que si on se réjouit, le cerveau il switch en « Ah, la joie, c'est cool et tout », et on n'est plus concentré. Et les conséquences peuvent être graves. Du coup, on ne se laisse pas aller au moment où ça arrive, en fait. Assez peu. Très bien. J'avais préparé la question, quel est ton meilleur souvenir de vol? Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'est autre chose? Ton meilleur souvenir de vol en expédition? Ou un qui te passe par la tête? Il y en a beaucoup. Hein. J'imagine. C'est très dur à dire. Oui, c'est sûr que quand on va chercher quelque chose, comme monter survoler le Broad Peak, là, la seconde fois par exemple, et qu'on s'est fixé le but pendant plus d'1 an de faire que ça, et d'atteindre un but qui est presque impossible quelque part, parce que oui, aller battre le record du monde, on y rêve, mais par définition c'est un record du monde, c'est très rare d'arriver à le faire. Du coup oui, c'est un beau moment.
Voilà, mais pour moi, c'est des vols qui sont assez limités. Oui, on fait une centaine de kilomètres pour faire ce vol-là. On engage beaucoup. Les conséquences peuvent être dures parce que si on pose là-bas, il y a une semaine de marche, peut-être 10 jours. Il y a toutes ces choses-là quoi, qui pèsent. Ouais, Puis c'est le vol, je l'ai fait 15-20 fois, donc je connais par cœur. ouais. Donc c'est pas forcément, c'est le plus beau dénouement, mais c'est pas forcément le plus beau vol. Après, des vols, il y en a tellement des beaux en expédition, puis des fois c'est des petits vols, juste des combats, des trucs qui font que c'est un beau vol, puis c'est tellement différent à chaque pays que c'est très dur de dire quel est mon meilleur souvenir. Ça peut être parfois inconfortable. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à faire ces expéditions? Qu'est-ce que je gagne? Moi, la seule chose que je gagne, c'est la satisfaction, en fait. Ouais. Juste d'aller réaliser ce que... En fait, moi, j'ai plein de rêves dans ma vie, j'ai plein d'envies, j'ai plein de tout ça. Et c'est d'aller les vivre, ces rêves. Des fois, ils y arrivent pas. Le résultat n'a pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui j'accorde beaucoup d'importance, c'est donner une chance à ces rêves, de les tenter, de les faire. Il faut y aller. Après, la réussite, pour moi, c'est le petit plus qui fait oui, c'est cool, mais non, c'est aller vivre ses rêves. C'est sentir libre et faire ce qu'on veut. Mais je pense que ces expéditions peuvent aussi apporter leur lot de moments un peu plus contrastés avec des choses moins plaisantes. Donc, quelles sont, à contrario, les choses que tu apprécies le moins dans les expéditions? Qu'est-ce qui te mine le plus le moral et comment est-ce que tu fais pour garder le mental et continuer? Il y a beaucoup de choses qui minent, entre guillemets. La chose la plus grande, c'est de se rendre compte que notre projet est complètement impossible et que ça fait pas. Il faut le voir autrement, donc ça veut dire c'est abandonner son rêve et le faire autrement. Ça, c'est dur moralement, mais tout se surmonte. Moi, je me rappelle particulièrement, là, j'ai pris le plus gros but, c'était en Amérique du Sud, dans le sud de l'Amérique du Sud, avec Martin. Et on avait prévu de partir de la Patagonie pour remonter au Pérou et faire une partie du Pérou. Et en fait, l'extrême sud du Chili volait pas du tout. J'ai fait beaucoup d'études sur les vents, sur tout ça. Et en fait, ce qui posait vraiment problème, c'est la quantité d'arbres et la stabilité de météo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plafond, on peut monter que au sommet, on ne montait pas au-dessus des sommets. Et atteindre l'autre sommet, c'est tellement loin et tellement stable qu'il n'y a aucun thermique au milieu. Et du coup, on se rend compte que c'est pas possible et qu'il faut tout remonter. On se dit, au début, on veut pas lâcher. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, on se prend des buts, on se fait un peu peur en posant dans les forêts, on marche énormément. Puis après, tu te fais l'idée, non, là, c'est pas possible. Alors, on prend un bus, on va 70 km plus au nord en disant, un peu après, c'est mieux. Puis 70 km, c'est exactement la même chose. Puis on refait 70. Mais du coup, on n'abandonne pas complètement. On se dit, on va commencer plus loin. Mais au final, on perd quand même, je sais plus, plusieurs centaines de kilomètres. On perd 300 ou 400 kilomètres qu'on espérait volables, qui ne l'étaient pas. Ouais. Mais bon, ça arrive. Après, le moral, il faut repartir, dire, OK, le projet faisait 3000 kilomètres. Maintenant, il n'en fait plus que 2500. C'est pas grave, on part là-dessus. Mais oui, c'est quand même hyper frustrant parce que j'ai vraiment beaucoup préparé et des fois ça marche pas. Tout ce dont tu parles, on peut le voir dans ton film, notamment Le Siège du Condor, si je ne me Pour cet trompe expert-là, pas. ouais, Voilà. c'est ça. Parmi les situations les plus imprévues qu'on peut vivre en expédition, c'est la perte du copilote avec qui on est parti. Riton, qui a été ton copilote pendant une expédition à rejoindre le ciel en Amérique du Sud. Comment est-ce que tu as vécu ce départ? Comment est-ce que tu as géré ton deuil en rentrant après l'expédition? Et ça, c'était il y a 2 ans, presque 2 ans et demi déjà. C'est difficile de répondre de comment j'ai géré mon deuil, dans le sens il est très loin d'être fini. Prend du temps, c'est très dur. Même pour là on est en plein dedans, moi je viens juste de sortir le film qui correspond à cette aventure-là. Alors c'est un film qu'on a décidé de sortir avec la famille mais qui a mis beaucoup de temps à sortir parce que moi j'étais incapable de travailler dessus. Ça marque énormément, ouais, c'est dur, la perte. Après, dans les choses qui se sont passées, pour moi, ça aurait, entre guillemets, pas pu mieux se passer parce que l'accident est arrivé au moment où j'étais pas là, on s'était séparés, il était de son côté, on faisait chacun notre partie et au final j'ai pas grand chose à me reprocher parce que j'étais même pas là, mais c'est pour ça que je dis que c'est de mon côté, ça s'est pas trop mal passé à ce niveau-là, mais même avec ça, je suis très très marqué. On part à deux, j'entre seul, ça reste un enfer. Là, ça fait 2 ans et demi, j'ai refait 3 expéditions depuis cet accident-là, et je suis toujours incapable de partir avec un binôme.
j'ai pas ou plus envie d'être responsable de quelqu'un. Et quand tu es responsable de quelqu'un et de le perdre, c'est quelque chose d'horrible. Pour moi, c'est échouer dans ma mission, ou même si on partait chacun d'être individuel, on savait où on allait, ce qu'on allait faire. Tout ça est très clair. Mais même si c'est très clair, au fond de moi, j'ai toujours cet sentiment de culpabilité, ou je sais pas. Même si lui, il avait tout fait pour que ça se passe très bien. Dire, ça, c'est le hasard qui veut ça. Mais on est parti en expé ensemble parce que lui est venu me chercher en me disant: ah, tu veux pas qu'on aille ensemble sur une expé? Son niveau Ariton est plus à parler, tout le monde le connaît, c'est un excellent pilote. L'accident, il arrive à un moment où il décide d'arrêter l'expédition et de me laisser partir seul. Et tu vois, c'est coup de pas de chance. Donc au final, mentalement, pour moi, tout est fait pour que j'aille bien. Mais malgré ça, c'est dur. Donc je dis pas que je repartirai pas avec un binôme un jour. Mais là, au bout de 2 ans et demi, je me pose des questions sur est-ce que je repars en binôme ou pas. Pour l'instant, c'est trop dur. Je verrai parce que là, la prochaine expédition sera mai-juin, qui était censée être en binôme. J'ai toujours pas pris la décision si je partirai en binôme ou pas. J'ai encore moins cherché quelqu'un parce que je suis pas du tout là-dedans. D'ailleurs, faut que je pense, si je veux partir en binôme, de trouver un binôme. Mais oui, ça marque énormément. Ouais. Je ne peux qu'imaginer. Donc ton film qui s'appelle Avec Riton, on a eu la chance de le visionner pendant la Coupe Icare de l'année 2024. Et tu as eu le prix de l'Icare. Alors si je me souviens bien, c'était l'Icare de l'émotion, parce que le film est vraiment touchant, et l'Icare du public. Exactement. Donc félicitations encore une fois. Merci. Est-ce que tu marches beaucoup pendant les expéditions? Enfin, tu planifies quel ratio en général entre la marche et le vol? Alors, encore une fois, tout va dépendre de l'expédition. Typiquement, une expédition en Nouvelle-Zélande où on était parti sur l'optique du très light, c'est-à-dire même pas de tente. Je crois qu'on avait un duvet, on n'avait même pas de matelas. On avait juste un duvet, très peu de nourriture, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, on allait à chaque fois poser dans les vallées. Quand on est dans une vallée, il faut marcher jusqu'à... Il y a plein de petites huttes de chasseurs et de pêcheurs là-bas, où on peut les dormir. Du coup, quand on posait, on marchait, des fois, il faut trouver la prochaine hutte, c'est 20 bornes, 30 bornes, ou ça peut être, si on est chanceux, quoi. On essaie de poser le plus près possible, des fois, c'est pas mal de kilomètres. Et puis le matin, il faut encore monter en haut des montagnes. Donc là, effectivement, on a beaucoup, beaucoup marché, mais relativement léger. Puis il y a d'autres expéditions, comme typiquement le Pakistan. On a besoin de beaucoup de matériel, des vêtements très chauds, pas mal de nourriture et tout ça. On a vite avec des sacs qui font 30 kilos. 30 kilos avec des hauteurs, des montagnes, En fait, le Pakistan, c'est un pays qui est très stable au niveau météorologique, et ça fait qu'on ne peut pas décoller en basse altitude. Tu es obligé d'être très haut. Donc, en dessous de 4000 mètres, ça décolle, mais c'est un peu fin. Donc, l'idéal, c'est de décoller à 4500 mètres. En moyenne. Et du coup, les vallées qui sont basses, qui sont à 1000 mètres, il y a 3000 mètres de dénivelé pour remonter en haut. Autant dire tout de suite que ce n'est pas envisageable d'aller poser en fond de vallée, même en milieu de montagne. On pose au sommet. Alors, des fois, on échoue, mais ça arrive 1 fois ou 2 fois dans l'expédition, c'est le maximum, parce qu'on a 3000 mètres de dénivelé à faire avec 30 kilos sur le dos. Donc là, effectivement, une expédition comme le Pakistan, on marche pas. Pourquoi je marche pas, ou ça m'est arrivé 1 fois ou 2 fois dans l'expédition où je vais les faire, souvent on fait 3000 mètres de dénivelé, mais on va le faire, je vais même le couper en 2 jours. Parce qu'avec 30 kilos, il fait très 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 chaud. Au Pakistan, les fonds de vallée, il fait 40 degrés. Oh la vache. Du coup, c'est dur. Donc on évite. Et puis l'expédition, après, c'est un peu intermédiaire entre les deux, où on a un peu moins de poids. Et c'est des pays où on peut marcher. Donc on mélange les deux. Par exemple, typiquement, on le ferait dans les Alpes. Oui, je pourrais marcher pas mal, par exemple. Tu préfères marcher ou voler? Évidemment, voler. Il y a pas de... Pour moi, le top du vol bivouac, c'est partir avec son sac. Alors moi, dans mon éthique, c'est que là où me pose l'avion, le transport, je dois partir à pied. Donc des fois, je pars des villes et puis je marche un peu longtemps pour aller à un décollage. Et après, je touche plus de transport jusqu'à la fin de mon voyage, jusqu'à que je prenne le transport d'avion de retour pour venir en France. C'est un peu mon éthique. Et pour moi, le vol bivouac idéal, c'est je fais cette marche pour aller au décollage, j'ai ma nourriture, j'ai tout. Je pose à chaque fois là où je vais redécoller le lendemain, et je marche pas 1 mètre de l'expé. Et si je marche un peu pour aller chercher de l'eau, pour me balader, est-ce que c'est beau, il fait pas beau, t'as 3 jours bloqués dans la tente, tu vas balader autour. Mais marcher avec des gros sacs sur le dos, j'ai pas envie. Je le fais tout le temps, je le dis, ça marche jamais, le truc parfait. Mais pour moi, l'idéal, ça serait ça. Là, si je te dis, allez, t'as budget illimité, open bar, tu fais ce que tu veux, t'as aussi une équipe pour t'apporter les compétences qui te manquent, pour faire les parties un peu casse-pieds que t'as pas envie de faire. Ça serait quoi ton expédition rêvée? Open bar, aucune limite.
Je pense pas que j'en ai en réalité, pour la simple raison que moi, ça m'intéresse absolument pas d'avoir une équipe d'agents qui t'aide, qui fait tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vivre l'aventure. Et en fait, l'aventure, ça se fait sans moyens. C'est partir tout seul, partir tout seul ou à deux, avec des petits moyens, aller faire des choses un peu folles et vivre de la vraie aventure. Puis même, quelque part, engagé quand tu, je sais pas, c'est dur de dénigrer un peu des gens, mais quand on voit par exemple les aventures Red Bull de parapentistes qui vont traverser l'Alaska avec un hélicoptère qui les suit tout le long, ça m'intéresse absolument pas. Déjà d'avoir l'hélicoptère qui est là. Et puis en plus, c'est faire une expédition avec un filet, quoi. Je veux dire, ils disent dans l'expédition, ouais, on a faim, on a tout ça. Mais si ça merde, ils prennent l'hélicoptère, ils rentrent chez eux. S'ils ont trop faim, ils prennent. Quand t'es en vrai expé, comme je l'ai beaucoup fait, où t'es seul face au monde, t'as même pas d'hélicoptère dans le pays, et que si t'as plus à manger, t'es mort. T'as pas la même notion, t'as pas la même aventure, t'as pas les mêmes choses. Tu vas gérer, il faut tout gérer. Pour moi, si je fais ces expéditions-là, c'est pour l'aventure avant tout. Sincèrement, aller traverser, faire un truc exceptionnel et avoir un hélicoptère qui te tourne autour, mais vraiment, ça ne fait pas rêver. Quoi dire, moi, c'est casser mon rêve. Pour moi, le rêve, c'est plutôt l'autonomie, l'exploration, tout ça. Et du coup, budget illimité, ouais, je pense, j'en sais rien. Je ferai des choses que j'ai pas fait, mais qui me motivent pas plus que ça. Moi, j'irais bien. Si on parlait tout à l'heure d'avoir volé sur tous les continents, c'est pas vrai. J'ai pas volé dans le continent antarctique ou des choses comme ça. Ouais. Et je pense que ça vole très bien. Si le jour il y a du vent, aller faire du soaring sur les icebergs, des trucs comme ça peut être cool. Mais si j'avais le budget illimité, j'allais faire un petit truc comme ça parce que j'ai pas les moyens de me le payer, et c'est tout. Mais dans les vraies aventures, pour moi, c'est plus de l'aventure quand on a des grosses équipes. Du coup, ça me fait pas rêver. Peut-être que j'en ferai, j'ai pas ça, du coup, j'y ai pas réfléchi. Mais je me suis toujours donné les moyens d'aller vivre mes rêves. Et j'ai de la chance, c'est des rêves qui coûtent pas trop cher non plus. Justement, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. J'ai besoin d'être sauvage. Du coup, ça fonctionne. Mais oui, quand j'ai besoin d'argent pour faire un projet, parce qu'il y a des projets qui sont plus ou moins chers, hein, on va au Pakistan, ça peut vite coûter très cher avec les autorisations, on va à d'autres endroits. Je vais me démener pour trouver cet argent-là. Mais c'est pas non plus des dizaines de milliers d'euros comme font beaucoup de gens, des centaines de milliers des fois. Bon j'entends quand même entre guillemets un peu de solitude dans ce que tu dis, et ça fait beaucoup écho à un moment. Je trouve c'est le moment qui m'a le plus marqué. C'est dans le film Le sillage du Condor. Tu n'es pas loin du relief et on t'entend dire à voix haute: et voici la Concagua qui sort. Et là ça résonne, mais tellement. Mais ça résonne super fort. Et là, je me suis dit, moi, arrêt sur image. Là, t'es dans un endroit où probablement aucune personne n'a volé avant. T'as une vue que personne n'a eue avant toi sous un parapente. Et ça représente, je trouve, ça représente assez bien la solitude de ces vols, de ces expéditions. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu cherches cette solitude ou est-ce que c'est une contrainte? Et comment tu vis cette solitude? En fait, j'ai fait 2 expéditions à la Concagua. Une en binôme avec Martin et une en solo. En solo, oui. Et donc, tu fais plutôt la référence à la partie où j'étais en solo. Exact. Non, pardon. Avec ton copienne, il était pas loin derrière toi d'ailleurs. Ouais. Mais je me dis, si vous... je sais pas, ça peut arriver, si vous vous chamaillez, vous gérez ça comment? Il n'y a personne autour de vous. C'est plutôt ça, en fait. C'est le fait que vous êtes loin de la civilisation, il n'y a personne autour. Mais c'est ça qui est génial. Ouais. Justement, c'est marrant là, que tu parles là-dessus. Alors déjà, oui, tu sais que tu vas partir avec une personne et que tu vas partager la vie pendant plusieurs semaines avec cette personne-là, et pas la vie de tous les jours. Dans des choses qui sont vraiment, vraiment extrêmes, ou quand on est en danger, quand on essaie de survivre, quand c'est simple, va faire, faire un truc hyper sportif ou la grosse bringue, tu rentres, t'es crevé, t'envoies chier tout le monde. Là, c'est le level 10 et pendant 1 mois et demi. Donc, tu as intérêt à bien choisir ton coéquipier. Ça, c'est la première chose. Là-dessus, je me suis pas trop mal démerdé jusqu'à maintenant. J'ai jamais fait vraiment d'erreur. J'ai un instinct qui me pousse bien. Il y a plein de gens avec qui j'ai dit non, mais de façon gentille, parce que je sens que je suis pas certain que dans les moments extrêmes, ça passe. C'est surtout les moments extrêmes. Ouais, c'est marrant que tu parles de cette expédition-là, parce qu'avec Martin, on s'est un peu disputé au début, mais pas méchamment, mais sur pourquoi aller faire ces expéditions et comment. Moi, je partais pour le rêve, j'avais d'être, comme je disais, sauvage, autonome, tout ça. Et lui, il partait en vacances. Il a travaillé toute l'année, il a envie de souffler. Ouais. Et donc, moi, je veux avancer à tout prix. On n'a pas de nourriture, c'est pas grave, on avance, on va vivre l'aventure, quoi. Et on avait 2 visions complètement différentes de l'expé. Et du coup, ça mettait des tensions. On va faire ça, non, on va faire ça. Et on a mis du temps à trouver un chemin d'entente. Mais c'est là que le coéquipier est très important au niveau humain, parce que
Tous les deux, on était conscients de ce problème-là. Il fallait trouver un chemin d'entente. Et tous les deux, en tant que personnes intelligentes, on a su trouver ce chemin d'entente. Et ça s'est très bien passé. On a remis les choses à plat et tout ça. Et malgré les difficultés, on est allé au bout de l'expédition. On l'a fini tous les deux ensemble. Et on était hyper fiers de ça. On est toujours potes, on va faire des choses. Oui, on n'a pas tout à fait la même vision que du parapente ou de l'engagement ou de tout ça, mais n'empêche, on arrive à fonctionner ensemble. Donc c'est pour ça que je fais encore des choses avec Martin et que ça fonctionne très bien. Alors après, c'était sur le nombre d'expés que j'ai fait, j'ai dû en faire, je compte même plus, beaucoup. C'est la seule fois où j'ai eu une tension. Et qui est finalement très bien passé. Tous les autres, j'ai jamais eu de tension. Donc oui, le choix du coéquipier est quand même très très important. Une fois que les expéditions sont terminées, que tu regardes en arrière, qu'est-ce que ça représente pour toi une expédition réussie ? Il y a plusieurs choses. Ça va dépendre de pourquoi on est parti, comment. Pour moi, c'est plutôt comment on va faire l'expédition, plutôt le moyen et la façon de le faire que la réussite, que la performance ou tout ce qui va autour. C'est-à-dire, c'est que je suis parti en expé, que j'ai tout donné. Il peut y avoir frustration du mauvais temps où c'était pas possible, tout ça. Mais si on a tout donné, mais que ça passe pas, pour moi, c'est réussi. C'est très rare que je focalise mon expédition sur la réussite ou l'échec, sur le but que je me fixe. Par exemple, aller à 8400 mètres, j'étais fixé mon but c'était de faire 8400 mètres, battre mon record, mais faire 8400 mètres pour préparer la suite du projet parce que j'avais besoin de voir ce qui se passe à 8400 mètres sur un projet que j'ai pas encore fait. Donc c'était l'objectif. Et ben pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. J'aurais pas fait les 8400 mètres, l'expédition n'a pas été un échec. J'ai fait plein de vols, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Voilà, là, j'ai eu la chance d'avoir ce petit truc-là, mais je me focalise pas là-dessus. D'ailleurs, quand je travaille avec mes partenaires, en aucun cas, je leur vends. Par exemple, si on parle du dernier film, la traversée du Pérou, en aucun cas, je leur vends la traversée du Pérou. Je leur vends entre guillemets, je leur dis, je pars là-bas et je vais vous ramener de super belles images, que ce soit photo ou vidéo. Point barre. Et si j'arrive à faire la traversée du Pérou, ce sera un bonus. Mais c'est pas ce que je vais vendre, parce que je peux pas vendre quelque chose, je peux pas être sûr de le faire. Je vais vendre quelque chose que je sais que je vais réussir à faire. Voilà. Et puis même si j'aurais échoué la traversée du Pérou, alors, si c'est question météorologique, je me dis je vais peut-être revenir pour le faire. Si c'est une question où ce n'est simplement pas réalisable comme le sud du Chili, non, je reviendrai pas. C'est juste qu'on a pris entre guillemets alors, faut pas que ce soit tout expé. Si c'est une partie comme là, c'est nickel. Si c'est tout expé, c'est un peu la loose quand même. Parce que j'aurais rien pu faire. Mais je prends ce qu'il y a à prendre. Je fais l'exploration et je sais que l'échec est toujours là. C'est une belle manière de dissocier la réussite de la performance. Encore plus marqué ça, parce que avant j'étais alpiniste, et pour moi le sommet n'avait pas d'importance. C'est-à-dire que pour moi, faire une expé d'alpinisme où j'arrive au sommet et c'est facile, j'ai réussi, échec, que pour moi, parce que j'ai pas pu m'exprimer. Faire une expé où tu te donnes à fond, t'es à fond, tu loupes le sommet, mais putain, t'as poussé, t'as fait ce que tu voulais, t'as donné tous tes moyens, pour moi c'est une réussite. Je suis allé au bout de moi-même, je suis allé voir mes limites, c'est cool. Et puis évidemment, cerise sur le gâteau, c'est pousser au maximum et d'arriver au sommet. Mais c'est très rare. Et donc pour moi, le passage au sommet n'est pas une fin en soi. Ça se voit un peu moins sur le parapente, mais c'est le même principe. Et du coup, une fois que tu es chez toi, j'imagine que ça doit être éprouvant, les expéditions. Enfin, il te faut combien de temps pour récupérer physiquement Souvent plusieurs mois. Ça dépend combien de kilos j'ai perdu, ce que j'ai fait physiquement. Mais normalement, c'est à peu près 6 mois de récup pour une expé. Pour récupérer à 100%. Mais j'attends quasiment jamais d'avoir récupéré à 100%. Parce que ça... Les récup, c'est toujours pareil. Si je vais me chronométrer dans la montagne sur ma montée sèche, je vais mettre 6 mois à revenir sur les mêmes performances. Entre 3 et 6 mois, suivant le type d'expé. Mais je m'en fous d'être à 100% de ma performance. On retrouve, on va dire, 80-90% de ses capacités assez vite, en 1 mois, 2 mois. Après, c'est moralement qu'il faut du temps. Parce que c'est fatigant en expé, faire 2 mois ou 3 mois en expé, t'es vidé, chaque jour t'essayes de survivre, de trouver à manger, à boire, de se laver, de se soigner, de réparer les choses, de stresser. Mentalement, c'est usant. Et donc moi, quand je rentre d'expé, j'ai plutôt cette usure mentale à passer plus que physique. De retrouver l'envie, parce que oui, c'est mon travail de le faire, mais je le fais pas pour le travail ou l'argent, entre guillemets, tout ça. Ça serait complètement délirant, ça rapporte rien du tout. Mais je le fais parce que j'ai l'envie, la passion. Et il faut laisser le temps de retrouver la passion pour repartir.
parce que c'est un boulot passion avant tout. Et donc, sans la passion, j'arrête. Donc, faut laisser le temps. Donc, je vais pas enchaîner les expés comme ça, juste pour enchaîner. Et quand t'es pas en expédition, tu fais quoi? Je fais quoi? Je prépare mes expéditions. Non, oui, mais en fait, c'est que j'ai une vie qui est finale très prenante parce que préparer les expéditions, c'est très long. Après, il y a tout ce qui est montage, réalisation des films. Alors, quand j'ai un peu de budget, je travaille avec des gens qui m'aident. Quand j'en ai pas, je le fais tout seul et c'est un gouffre. Puis après, il faut aller présenter ces films, il faut aller faire des conférences, il faut aller travailler avec les partenaires, aller démarcher des boîtes pour trouver 3 sous quand même pour aller faire ces expés. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et d'un autre côté, moi je suis aussi, à la base, je suis enseignant à l'université. Maintenant, j'ai quasiment arrêté. J'ai gardé un pied dedans pour la sécurité et pour aussi faire 3 sous, hein, mine de rien. Parce que d'ailleurs, pendant la période du Covid, j'étais très content d'avoir un peu de travail. Parce qu'au final, mon travail, c'est de la représentation. J'ai présenté des films, des conférences, que je suis payé à 90%, même pas dire 100% par ça. Et pendant 2 ans de Covid, j'ai rien fait. Et puis j'ai aucune aide de l'État parce qu'officiellement, je ne suis pas sportif pro, que je travaille avec une asso. 90% de l'argent que je gagne avec le parapente, les partenaires et mes conférences sont réinjectés dans le parapente. Voilà, moi j'ai besoin de continuer à travailler un tout petit peu à l'université qui me fait 3 sous et voilà, je travaille 3 mois par an à l'université. Et quand t'es pas en expédition, tu voles, j'imagine, en parapente, tu fais quoi? Enfin, tu crosses dans les Alpes? Eh ben, il y avait un moment quand j'étais un peu moins pro, j'étais entre les deux, où je passais tout mon temps libre à voler. Maintenant, je passe tout mon temps libre à voler, mais ce temps libre c'est fortement, mais fortement réduit. J'ai plus beaucoup de temps et c'est vrai en France, j'arrive à faire 2-3 crosses par an, je suis content. Alors je parle des vraies journées parce qu'aller faire des petites journées de 50 km ou 100 km autour, c'est des conditions moyennes, j'en fais quand même certaines. Mais quand je parle des journées de cross, c'est dire ah bah tiens, là il y a une vraie journée, je vais me déplacer pour être au bon endroit. L'année dernière j'en ai fait 0, cette année j'en ai fait 1. Puis même si sur le papier elle est bonne, il faut qu'elle soit bonne en réalité, c'est moins souvent. Alors qu'avant j'allais en faire 20, 30, 40, des journées où je me dis là je peux faire un record quoi. Ouais. Quoi, record personnel parce que moi je vise, je travaille que sur non mais je travaille par rapport à moi. Ouais. Donc oui, si je fais partie des meilleurs mondiales, ce sera un record mondial. Si je fais partie du milieu de la masse, ça sera mon record milieu de la masse. Ouais, c'est comme ça que j'avance dans la vie. Mais voilà, j'ai beaucoup moins de temps pour voler ici et c'est vrai que ça me manque quand même pas mal. Ouais. Bon, c'est une question, j'ai un peu honte de te poser la question, mais est-ce que tu penses te sédentariser un jour? Puis arrêter les expéditions, je veux dire. Oui, oui et entre guillemets, oui et non. L'expédition extrême d'exploration, oui, certainement. De toute façon, je commençais à galérer à trouver des choses. Alors, de l'exploration, on peut toujours en faire, mais des choses d'exploration qui me motivent. Et tu vois, il faut qu'il y ait les deux. S'il n'y a pas la motivation, ça ne marche pas. Et j'ai du mal à trouver vraiment des gros projets d'ampleur réalisables qui me motivent encore. J'en ai encore quelques-uns, mais tu vois, je vois un peu une fin en disant qu'est-ce que je peux faire après qui me motive. Donc oui, ça je peux arrêter d'aller voyager. Pour moi, voyager dans les Alpes, c'est des voyages. Et ça, je pourrais pas. Moi, j'ai besoin de vivre en contact avec la nature, d'être dehors, de me confronter à moi-même. Donc arrêter de dormir dehors et d'être en nature, non, ça je ne conçois pas. D'arrêter d'aller au bout du monde pour voyager, ça beaucoup plus. Voilà, j'ai besoin de ça pour vivre. Antoine, merci beaucoup pour toutes tes réponses. On arrive doucement vers la fin de cet épisode. Alors d'habitude, je fais ce que j'appelle le croc. Eh bien, avec toi, je l'ai adapté. Je l'ai appelé le jeu des 4 continents. Donc, on a 4 expéditions qui ont d'ailleurs des films qui correspondent. Et donc, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller les regarder s'ils veulent en savoir un peu plus. En fait, l'objectif, c'est de matérialiser un peu plus tous ces conseils et toutes les choses que tu nous as dites. Et là, je vais te poser des questions. Donc, quel est le plus? Donc, celui qui a été le plus ci ou le plus ça entre ces quatre expéditions. Donc, la première, c'est le sillage du Condor. L'objectif était de relier la Patagonie à l'équateur avec Martin Beaujon. Ensuite, le deuxième, c'est Bienvenue chez les Kiwis. C'était en Nouvelle-Zélande, donc l'objectif était de faire un aller-retour. Au départ, juste l'aller, mais vous avez aussi fait le retour, donc avec Benoît Houters. Ensuite, une expédition en Norvège, donc c'était à la pêche au thermique, c'est le film, avec Julien Dussert, donc c'était partir du sud de la Norvège pour rejoindre Trondheim. Et enfin, le dernier, Lost in Karakorum avec Damien Lacaze, qui est, je pense, un de tes films les plus connus. Donc voilà, 4 continents, 4 expéditions. Quel a été celui qui a apporté les plus beaux paysages? C'est pas ces 4.
Mais il faut que je réponde dans les 4. Du coup, c'est dur parce que si on parle de paysage pur, j'hésite entre le Pakistan, parce que c'est vraiment la très haute montagne, les 8000, et l'Amérique du Sud, comme tout le désert chilien avec des couleurs rouges, c'est magnifique. Mais c'est deux paysages, un désertique montagneux et l'autre très montagneux, très haute montagne avec de la neige. Ouais. Et c'est dur de les départager les deux. Ok. Si je devais en donner un, moi je dirais plutôt Pérou, mais qui est pas, c'est pas, c'est pas celui-là. C'est vraiment le Pérou qui m'a le plus marqué au niveau des paysages. Ok, très bien. Le plus challengeant en termes d'aérologie. Entre ces 4, il y en a 2 qui se battent. Encore une fois, et il y a la Nouvelle-Zélande qui donne des brises de tous les côtés qui sont incompréhensibles et très fortes, et le Chili juste aussi quoi, donc avec Martin, parce que là les brises sont très compréhensibles, on sait d'où elles viennent, mais elles sont tellement fortes, mais que c'est de la folie. Donc les plus forts, je dirais le Chili, mais c'est prévisible à l'avance. Ouais. Et le plus imprévisible, mais qui peut vraiment faire peur, c'est la Nouvelle-Zélande. Ok. Donc c'est encore une fois, c'est dur de trancher. Le plus challengeant en termes de milieu, d'aridité. Ah bah là, je pense que là, c'est tout vu. Oui. Là, c'est tout vu direct, le désert chilien. Quelle a été l'expédition la plus dure mentalement? Mentalement, je pense peut-être la Nouvelle-Zélande, parce qu'on a vraiment manqué de nourriture. Ouais. 200 grammes, quoi. Moi, j'ai perdu kilos, ça se comptait même plus. Moi, je me rappelle d'une phrase qui m'a marqué la vie. Je me rappelle un des derniers jours de l'expé où on mourait de faim, on va dire ce qui est. Et puis là, on avait canne à pêche quand même pour pêcher un peu de poisson, pour manger. Et puis évidemment, il y a une truite, la prend, mais le fil il casse et je la vois dans l'eau là dessous et je décide de me foutre à poil et d'essayer de la pêcher à la main, quoi. J'ai trop faim. Et j'y vais. Bon, évidemment, je me rate. Hein. Bon, c'est des poissons qui ont 3 kilos, hein, c'est énorme. Je sors de l'eau et là, je vois Benoît qui me regarde avec des yeux mais énormes. Et il me donne une phrase que sur le coup, je n'ai pas marqué. Il m'a dit « Ça serait pas toi, je t'aurais pas reconnu ». J'ai dit « Mais ça veut dire quoi ça ?» Wow. Tu vois, Ouais. qu'est-ce qu'il voulait dire? Et en fait, j'ai compris que 2 jours plus tard, Ouais. parce qu'on a fini l'expé et on allait dans une auberge de jeunesse pour dormir. Et en fait, je vais prendre ma douche. Et quand je vais prendre ma douche, je passe devant un miroir. Donc j'étais torse nu, j'étais en caleçon. Et là, je vois mon corps dans le miroir. Mais en fait, j'étais squelettique, comme j'ai jamais été. Ouais. Bon, les côtes, on les voit tout le temps, mais je veux dire, il y a le creux. C'est comme dans les films, dans les films de, je sais pas, des gens qui n'ont pas mangé depuis un mois. Mais c'était collé, quoi. Mais je me suis regardé, j'ai pas pris de photo, j'ai regretté, en me disant, mais c'est horrible, quoi. Et donc, oui, mentalement, tenir 20 jours comme ça, c'était un enfer. Donc, tu vois, j'ai vraiment perdu du poids et. Derrière, j'ai eu des gros traumatismes, parce que je me rappelle, on a beaucoup rigolé avec Benoît avec ça, parce que un mois et demi après le retour, à un moment, j'ai Benoît au téléphone et je lui dis, putain, Benoît, j'ai un problème. La nuit, à 3 heures du matin, je me lève et j'ai besoin d'aller dans les placards pour bouffer, quoi. En fait, mon corps a tellement manqué qu'il avait besoin de me réveiller dans la nuit pour dire, va manger, parce que t'as manqué. Et là, je me suis mis à comprendre les gens qui ont... Tu vois, j'ai toujours vu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avoir des stocks de nourriture post-guerre et tout ça. Et on dit c'est la post-guerre, mais je ne comprenais pas pourquoi, quel était le rapport. Maintenant, la nourriture et la volonté. Mais quand on a vraiment manqué de la nourriture, je pense que ça marque à vie. Et j'ai mis des mois, voire des années avant d'arrêter de faire des stocks et tout ça parce que j'étais traumatisé. Wow. Donc ouais, mentalement, je pense que la Nouvelle-Zélande, pour moi, a été le plus dur. Et on comprend totalement pourquoi. Quelle a été l'expédition la plus compliquée à préparer? Entre les 4, là, c'est sans hésitation, c'est l'Amérique du Sud, vraiment. Parce que si la Nouvelle-Zélande, déjà, c'était pas une première, ça avait déjà été fait une fois. Ouais. Donc je savais que ça passait, moi j'ai préparé quand même, j'ai passé du temps, mais voilà, il y avait des secours possibles, des secours, des routes tous les 2 jours qu'on croisait, donc on pouvait sortir d'expédition, l'engagement est très minime, hormis le vol, donc pas trop de préparation. La Norvège exactement pareil, puis la Norvège était décidée, en fait pendant le Covid on pouvait pas voyager, on avait prévu d'autres choses, puis on est parti en Norvège parce qu'il y a un créneau qui s'ouvrait et donc très peu de préparation, pareil, c'est comme les Alpes, c'est très simple. Lost in Karakorum. Oui. En fait, pour Lost, donc c'est ma seconde expédition au Pakistan, mais justement, j'en ai déjà fait une où j'avais déjà tout défriché le pays, que j'avais beaucoup travaillé. Ouais. Du coup, celle-là, elle s'est fait. Bon, je dis pas que ça a mis 2 jours, hein. Très loin de là, on a plusieurs mois, mais pas si terrible que ça. Et par contre, le Chili, c'était toute une première, ça n'a jamais été volé. J'ai passé des jours et des mois à repérer les points d'eau, à repérer le climat, à repérer quelle période faut y aller, à repérer les points d'eau, quoi, tout le cheminement et plein d'idées. Et j'ai quand même passé beaucoup de temps.
Donc sans problème l'Amérique du Sud. Ok. Celui pendant lequel tu as pris le plus de plaisir. Ah là, c'est encore dur de répondre. Hein. Le plus de plaisir. Tac. Ah non, j'ai vraiment du mal. Je pense pas que ce soit le Pakistan sur cette expé-là. La Nouvelle-Zélande, c'était pas mal de plaisir parce que c'était la première grosse expédition d'envergure qui était réussie avec des beaux paysages. Et puis la première fois que j'allais vraiment voler en dehors des Alpes. Donc c'est une belle découverte. Mais en plaisir pur, l'Amérique du Sud, on a des moments difficiles. Alors des moments mais magnifiques, mais des moments difficiles. Donc l'un dans l'autre, ça enlève un peu si je prends que du plaisir. Et peut-être que Julien va m'en vouloir, mais je vais peut-être dire la Norvège, parce que Julien n'a pas trop aimé dans le sens... Le vol est très compliqué. Quand on faisait 50 km, c'était le record, mais puis en fait, Julien n'est pas patient. Et du coup, pour faire ces 50 km, on met 7 heures de vol et on enroule du 0,1, du 0,2. Et au bout d'une heure de 0,1, Julien, il lâche et il va poser, il finit en stop. Et du coup, ça a énervé. Mais moi, je faisais mes 50 km. Et je kiffais en fait. Et puis le soir, en fait, pour nourrir la Norvège, on a quasiment fait une grosse partie en allant pêcher. On pêchait presque tous les jours, on pêchait beaucoup de poissons, c'était drôle. Et moi, ça me faisait kiffer d'aller pêcher ma nourriture, de manger mes truites le soir sur le feu de camp, camper dans un endroit où il n'y a pas de risque, il y a des maisons à civilisation de partout. Et au niveau vol, c'est clairement pas la meilleure expédition, mais au niveau plaisir et détente, tu vois, on n'a pas trop. On a marché quand même. On a fait quelques bonnes bambées où c'était dur. Mais c'est le quotidien des expés. Mais oui, je pense que pour moi, c'est l'expé avec le plus de plaisir, même si je pense que ça fera pas beaucoup plaisir à Julien si je dis ça. Mais en plus, on vous voit galérer pendant le film. À un moment, tu te retournes, tu dis voilà, ça fait 2 heures, je suis partie de là et je n'ai fait que 19 km. Enfin, oui, parce que c'est du reculé. 0,1, 0,2. Et je comprends tout à fait Julien qui abandonne, parce que moi aussi, plein de fois, je me dis, mais à quoi ça sert de faire mon 0,1 à pied, j'irai plus vite, sérieusement. Mais les paysages sont très beaux en Norvège aussi. Ouais. Donc, Ok. Celui pour lequel tu as le plus marché de manière imprévue, sans le prévoir, quoi, plus de marches inattendues. Alors celui que j'ai le plus marché là entre les quatre à Nouvelle-Zélande, sans souci. Mais prévu ou pas, en fait il n'y a aucune expé où j'ai prévu de marcher ou pas. J'en sais rien. Le visé, j'avais prévu qu'en Nouvelle-Zélande je marcherais, parce que je savais que je partais sans tente, sans matelas et qu'il fallait que je rejoigne des huttes régulièrement, donc je savais que ça allait marcher. Mais toujours dans ces rêves, je vole, je pose sur ma hutte, je dors, le matin je monte en haut de la montagne qui est juste au-dessus de moi, 600 mètres de dénive, ou 800, et puis c'est fini. En réalité c'est autre chose. Mais plus marcher, c'est à Nouvelle-Zélande sans problème. Celui qui ressemblait le moins au voyage initial que tu avais prévu? C'était assez conforme. Pour ces 4 expéditions, c'était assez conforme. Ok. Le moins conforme pourrait peut-être être la Norvège, où je dirais j'aurais espéré plus voler. On a quand même beaucoup volé, mais je pensais que ça volerait mieux. Après, la Norvège, on est parti hors saison, parce que le Covid nous a donné une fenêtre qu'en août. C'est pas du tout la période d'aller voler là-bas. Donc ouais, je pense la Norvège. Pour finir, si tu ne pouvais en refaire qu'un, ça serait lequel? Entre ces 4? Ouais. Bon, allez, j'ouvre la question un peu plus. Si tu pouvais refaire une expédition que tu as faite, ça serait laquelle? C'est très difficile. J'imagine. Pour moi, la plus belle expédition que j'ai faite, tant au niveau des conditions de vol, des paysages, de tout, j'aurais tendance à dire le Pérou. Mais ça se finit tellement tragiquement que j'ai pas envie de la refaire, quoi. Mais si j'essaye d'omettre cette partie-là, pour moi, c'était une des plus belles expéditions. Je suis parti avec le copain, on s'est vraiment amusé. Les conditions de vol n'ont jamais été difficiles, un peu à la fin, mais c'est du vol plaisir, comme on pourrait voler dans les Alpes, dans le sens, pour moi, ça déroule dans les Alpes, tu fais que voler, c'est cool. La civilisation n'est jamais loin, on s'est jamais senti en danger, on a toujours été accueillis par des gens géniaux. Les paysages étaient magnifiques, quoi. Je veux dire, pour moi, ça fait partie des plus beaux paysages du monde que j'ai fait. Surtout le sud du Pérou, qui est très très sauvage. Cordillère Blanche en partie, et le sud du Pérou, c'est complètement délirant. On est sur Mars, quoi. Et donc si j'omets cette chose-là qui m'empêche de repartir là maintenant là-bas, je pense que dans le futur, c'est celle-là que je referai avec plaisir.
Merci beaucoup Antoine. Peut-être une toute dernière chose à mentionner avant de clôturer cet épisode, c'est qu'aujourd'hui, ton envie de partager ta passion fait que tu proposes de voler avec toi. Donc pour rappel, ce n'est pas une activité encadrée, donc on peut payer un moniteur à côté, si j'ai bien compris. Mais voilà, la part dont tu te charges, c'est la logistique et le partage des connaissances sur les conditions de vol local, etc. À partir de là, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus, ce qui t'a donné envie de faire ça, le niveau requis pour t'accompagner, etc. Alors encore une fois, c'est pas un accompagnement, c'est pas des cours ni quoi que ce soit. C'est juste que je vais, alors très souvent au Pakistan parce que j'adore le Pakistan. C'est un des endroits où on peut voler à 8000. Puis j'ai trouvé une vallée qui s'appelle Karimabad que je m'occupe beaucoup, parce que là-bas il y a un club qui a été créé. Je m'occupe d'aider le club au maximum. L'année dernière avec l'association Elle pour eux, on a envoyé 20 voiles. On va essayer d'en envoyer une vingtaine ou une trentaine cette année encore. Et en fait, c'est un endroit qui est magique. On dort, on est dans une vallée, à l'hôtel, où on dort. On a quasiment 20 sommets de plus de 7000 mètres à moins de 20 km du décollage. Donc on est vraiment au milieu des 7000, dont un 7008, quasiment 8000. C'est là où François a fait son record à 8200 mètres. Et qui offre une aérologie qui est un peu spéciale, mais qui est tout à fait acceptable. Et comme j'y vais régulièrement, je me dis, tiens, pourquoi pas le proposer à des gens de venir le découvrir. Et l'idée, c'est que alors ce qui est chiant au Pakistan, qui est difficile, c'est toutes les autorisations qui changent chaque année, c'est différent. C'est la logistique, prévoir, trouver quelqu'un pour les navettes, trouver tout ça. Je me dis, tiens, si j'y vais chaque année, pourquoi pas l'ouvrir à des gens qui voudraient venir. Alors, c'est réservé, c'est pas réservé à des élites, mais c'est pas conseiller à des débutants. Il y a plein de gens qui me demandent, je dis non, il vaut mieux attendre un petit peu. Moi, je conseille pour aller au Pakistan pour se faire plaisir. C'est pas une obligation, mais c'est pour avoir une idée. C'est que si on fait 100 km de cross régulier dans les Alpes, on peut aller voler là-bas. Après, encore des exceptions. Par exemple, un acrobate, il fait jamais 100 km, mais il maîtrise de la voile qui risque rien. Il peut aller voler là-bas s'il veut. Mais c'est juste pour donner une idée des choses. Les atterrissages sont pas très grands non plus, donc il faut avoir une certaine maîtrise. Donc moi, ce que je propose, c'est une logistique et surtout partager mon expérience là-bas. Parce que ce qui est le plus important dans des pays comme quand on arrive quelque part, c'est comprendre l'aérologie, savoir comment ça vole et tout ça. Et en fait, au Pakistan, si on est conservateur comme dans les Alpes, en tout cas, cette année, par exemple, on n'aurait jamais volé. Tu voles tout le temps avec un orage à côté et tout ça. Et si on ne connaît pas parfaitement la réaction des cellules orageuses, comment elles font au Pakistan à cet endroit-là, on ne vole jamais. Donc c'est un peu complexe. Il y a plein de dangers qui sont cachés. Par exemple, ici, on a des brises, des catabatiques et tout ça. Là-bas, il n'y a quasiment pas de brises et des catabatiques qui sont monstrueux. Les catabatiques peuvent être très forts à 50-60 km/h, mais les brises, j'en ai jamais vu de plus de 15 km/h. Tu vois, donc il y a plein de petites choses à connaître. Et moi, ce que je propose, c'est de partager tout ça parce que j'ai envie de partager. Et que oui, je propose une logistique. Et ceux qui veulent avoir des cours, être vraiment guidé ou être emmené en biplace, je peux demander à des copains qui sont professionnels de le faire. Mais voilà, c'est plutôt une idée de partage. Et quand on fait ça, en fait, ce n'est pas qu'une expérience de vol. Avec les gens, moi, je leur impose, non, je ne propose que, comme ça impose pas, en fait, de dormir. Alors, c'est des petits hôtels, mais très familiaux, au milieu des Pakistanais, pour se mélanger un peu la population. Et j'ai beaucoup de copains, ça fait 15 ans que je vais là-bas, donc je connais un peu tout le monde dans le village, et faire des sorties un peu rencontrer un peu culturellement les locaux, manger avec eux régulièrement, aller surtout au club de parapente qui a été créé, qui est vraiment, faut voir ce que c'est, pour l'instant c'est plutôt du gonflage qu'autre chose, mais on va leur donner des cours, on va leur donner des conseils, eux ils viennent prendre des conseils, on fait beaucoup d'échanges avec eux, et c'est un échange culturel aussi, ce n'est pas que aller profiter et aller voler. Donc puis après on fait plein de choses, je connais très bien la région et la ville, la ville c'est des villages, toute la région, et on propose des balades et tout, et c'est plutôt l'idée c'est d'aller partager des choses au Pakistan pour ceux qui veulent. Merci beaucoup Antoine. On arrive à la fin de cet épisode, donc j'invite les auditeurs et les auditrices qui voudraient en savoir un peu plus à visiter ton site, donc 8000paragliding.com. Antoine, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, merci beaucoup pour ton sourire tout au long de l'épisode et pour tous les conseils que tu as donnés aux auditeurs et aux auditrices. Merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode.